bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette édition. Tout de suite les titres de l'actualité. Nous irons tout d'abord à Mila où la filière oléicole prospère avec une belle récolte. Avec plus de 10 000 hectares dédiés à l'oléiculture, la région confirme son rôle stratégique dans la production nationale et l'exportation de leur verre. Aujourd'hui, l'Algeria Startup Challenge a rassemblé 375 participants venus de 39 wilayas. Un rendez-vous clé pour les jeunes pousses autour de sujets et solutions qui toucheraient directement le quotidien des citoyens. Nous nous intéresserons aussi à Gentech, le salon de l'emploi qui relie étudiants et entreprises. Les jeunes diplômés ont la possibilité de rencontrer directement des recruteurs et découvrir le marché du travail, un tremplin pour leur avenir professionnel. Et puis nous terminerons avec l'exposition d'une artiste plasticienne qui transforme de la laine en des créations uniques. Les œuvres à travers lesquelles elle donne vie à tout un patrimoine local. Un reportage est à suivre. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le Premier ministre Sifir Rib a présidé aujourd'hui une réunion du gouvernement consacrée à plusieurs dossiers. Il a été question du projet de décret exécutif fixant les conditions et modalités de l'homologation des équipements de communication électronique. Un projet dont l'objectif est d'encadrer la vérification de la conformité des équipements aux normes et spécifications en vigueur. Le gouvernement a également étudier un projet de décret présidentiel portant sur le système national de gouvernance des données. Un texte qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du président de la République concernant la stratégie nationale de transformation numérique. Et puis, pour ce qui est du suivi continu des grands projets structurants d'investissement, le gouvernement a écouté une présentation sur l'état d'avancement des programmes de réalisation des projets ferroviaires miniers de l'ouest et de l'est du pays. Il s'agit de la ligne reliant Béchar à Tindouf sur une distance de 575 km dans le cadre du projet de gare à Djibilet et de la ligne reliant Annaba à Djibel Tbessa sur une distance de 422 km dans le cadre du projet intégré du phosphate. Représentant le président de la République Abdelmadjid Tebboune, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a pris part aux travaux du 7e sommet de coopération et de partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne, ouvert aujourd'hui à Luanda, en Angola. Un sommet placé sous le thème « Promouvoir la paix et la prospérité grâce à un multilatéralisme effectif ». Il vise aussi à examiner les questions prioritaires pour les deux parties, notamment celles liées à la paix, à la sécurité, au développement, à la migration et à la gouvernance, et à évaluer le partenariat en place entre l'Afrique et l'Europe dans différents domaines. En marge de sa participation aux travaux de la 21e session de la conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et lors d'une session de travail intitulée « Libérer le potentiel de l'hydrogène propre grâce à l'investissement et à l'innovation », le ministre d'État, ministre des hydrocarbures et des mines, Mohamed Arqab, a affirmé l'engagement de l'Algérie à œuvrer conjointement avec les pays partenaires et les institutions internationales dont le but est d'accélérer la transition énergétique mondiale et de renforcer le rôle de l'hydrogène propre comme pilier essentiel d'un développement industriel durable et résilient. Écoutons le ministre d'État, Mohamed Arqab. L'Algérie a fait le choix stratégique de faire de l'hydrogène propre un axe majeur de sa transition énergétique. Dans ce cadre, elle a adopté en 2023 la stratégie nationale de développement de l'hydrogène, accompagnée d'une feuille de route opérationnelle basée sur des étapes progressives. Celle-ci prévoit le développement du cadre réglementaire, la mise en place de projets pilotes, l'augmentation graduelle de la production et la création d'une industrie intégrée tout au long de la chaîne de valeur afin de renforcer à terme les capacités nationales d'exportation. Mohamed Arqab a par ailleurs eu des entretiens bilatéraux avec le ministre de l'énergie du Royaume d'Arabie Saoudite, Abdelaziz Ben Salman Ben Abdelaziz.
Les deux parties ont souligné la profondeur des relations historiques entre l'Algérie et l'Arabie saoudite, ainsi que la volonté commune d'élever le niveau de la coopération bilatérale dans les domaines des hydrocarbures et des mines et de renforcer les partenariats entre les entreprises algériennes et saoudiennes, notamment entre Sonatrach et Aramco. Mohamed Arqab s'est également entretenu avec le secrétaire général du Forum international de l'énergie, Jassim Al-Shiraoui, avec lequel il a exploré les voies et moyens de développer et de promouvoir davantage la coopération bilatérale. Le ministre d'État a également rencontré le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, Gerd Müller, une rencontre qui a été l'occasion de passer en revue les relations déjà excellentes qui unissent l'Algérie et l'UNUDI. Direction Tokyo, où une délégation d'entrepreneurs algériens accompagnés de membres de notre communauté établie au Japon a été reçue à l'ambassade d'Algérie. Une visite pour renforcer les liens et également, entre autres, découvrir sur place l'expérience japonaise, échanger avec des universités, des incubateurs et des dirigeants locaux, avec l'objectif toujours de mieux accompagner les startups algériennes et de développer des coopérations. Amira Mdahi et Sami Dakhli. C'est pour tirer profit des compétences algériennes établies au Japon que des directeurs d'incubateurs algériens sont allés à leur rencontre au pays du soleil levant. L'ambassade d'Algérie au Japon a abrité cette rencontre qui a été bénéfique à plus d'un titre. Les activités programmées ont permis à la délégation de bénéficier de l'expérience du Japon. Il y a eu des visites sur le terrain, des conférences au sein des universités, ainsi que des rencontres avec des responsables japonais en charge de ce domaine d'activité. Ce fut un plaisir de recevoir nos invités venus d'Algérie, notamment les start-upers qui portent de bonnes idées qui sont de nature à développer l'économie algérienne. La rencontre était l'occasion de présenter la nouvelle dynamique que connaît le système d'innovation en Algérie et d'explorer les opportunités de coopération dans des projets prometteurs. Nous avons pu comprendre comment les Algériens ont su trouver leur place au Japon et surtout comment nous pouvons établir des passerelles entre les entreprises algériennes et les sociétés établies ici. Nous nous sommes mis d'accord pour promouvoir l'entrepreneuriat et développer le marché algérien. Cette rencontre constitue donc un pas supplémentaire vers le développement du marché algérien et l'économie du savoir. Une dynamique qui se confirme aussi sur le terrain. L'Algeria Startup Challenge vient de signer une nouvelle édition record. Ce rendez-vous pour les jeunes pousses a cette fois encore rassemblé des centaines de participants issus de plusieurs wilayas du pays. Une journée qui a été rythmée par des échanges, des sessions de travail entre startups et acteurs économiques et plusieurs engagements pris pour accompagner de nouvelles solutions qui touchent directement le quotidien des citoyens. La couverture est signée Walid Yousfi. 375 participants, 39 wilayas et plus de 25 000 consultations sur la plateforme numérique. Des chiffres records pour l'Algeria Startup Challenge 2025. Une 7e édition qui récompense les meilleurs start-upers autour de 5 thématiques principales: hygiène et bien-être, assurance, économie circulaire et solutions vertes, inclusion numérique et enfin réduction des risques. Ce programme, dans sa 7e édition, a connu une forte participation. 375 start-up issues des 4 coins du pays, mais aussi des start-upers algériens établis à l'étranger. Au programme, pitch, panel thématique, rencontres B2B et signature de partenariats. La journée a été rythmée par une série d'activités mettant en avant des solutions destinées à répondre aux défis nationaux dans plusieurs secteurs: industrie, environnement et numérique. On a été agréablement surpris car c'est une idée qu'on s'est lancé il n'y a pas très longtemps, ça fait une année et ça fait plaisir toujours de voir que notre idée est valorisée. Nous sommes très contents d'avoir remporté ce prix. Notre projet est venu d'une idée toute simple: transformer la laine et la peau de mouton en engrais organique, très utile dans le domaine de l'agriculture. Je suis très content déjà d'avoir atteint la finale aujourd'hui, d'être parmi les startups finalistes sur le nombre d'entreprises qui ont participé. Et j'encourage vraiment toutes les startups et les entreprises innovantes, les porteurs de projets, à s'inscrire dans cette démarche.
Une 7e édition qui démontre une fois de plus que l'innovation Made in Algeria est désormais prête à passer à l'étape supérieure et à peser dans le développement économique du pays. Nous vous en parlions en titre d'Intech, ce salon de l'emploi qui offre une passerelle entre étudiants et entreprises. Alors sur place, les jeunes diplômés rencontrent directement des recruteurs, découvrent le marché du travail et peuvent transformer leurs compétences en réelles opportunités. Pour les étudiants en tout cas, rencontrer ce rendez-vous a représenté tout simplement un tremplin vers leur avenir professionnel. Raouf Hamouche. Dès 9h du matin, l'école des hautes études commerciales de Qléa ouvre ses portes pour la 16e édition du forum de recrutement Gentech. Parmi les premiers à entrer, Chanez, étudiante en fin de premier cycle, pour qui ce rendez-vous est crucial. Les entreprises privilégient les entretiens en face à face avec les étudiants pour jauger leur potentiel et parfois même décider de leur octroyer un stage dès la fin de l'entrevue. J'étais un petit peu stressée, mais alhamdoulilah, ça s'est très bien passé. Je suis contente et j'espère que l'entreprise pourra me recruter. C'est une opportunité extraordinaire pour les étudiants, quels que soient les étudiants du pôle universitaire ou bien même les étudiants des filières comme les sciences commerciales, sciences de gestion, etc. Donc je les invite tous à venir et chasser leurs opportunités. Chaque année, Gentech rassemble des dizaines d'entreprises autour d'un même objectif, connecter le monde académique au marché du travail. Banques, industries, start-up, cabinets d'audit, les entreprises publiques ou privées viennent puiser dans un vivier de compétences taillées pour le marché. Futurs managers, financiers, marketeurs ou jeunes profils tournés vers l'intelligence artificielle. Franchement, toujours agréablement surpris par le pôle HEC et le NSM, un pôle qui est un petit peu extrait du centre, mais qui présente pas mal de perles rares et toujours un plaisir de venir ici. Et vu que c'est des profils qui sont généralement assez juniors, qui ne sont pas encore entrés dans la vie active, là on se base surtout sur l'énergie, le dynamisme, la motivation, l'engagement, c'est les critères les plus importants pour nous. Au-delà du recrutement, cet événement permet aussi aux entreprises d'échanger avec le corps enseignant de l'école. Objectif, développer de nouvelles collaborations, enrichir les programmes d'enseignement pour mieux aligner les formations sur les besoins réels du marché. Le salon aussi offre aux partenaires l'opportunité de rencontrer et de sélectionner des profils qui peuvent vraiment répondre à leurs besoins. Et ces profils permettent aussi de contribuer d'une façon considérable pour développer leurs entreprises. Pour Chanez, l'aventure ne fait que commencer. Un forum, plusieurs entretiens, de nouveaux contacts et peut-être une opportunité pour lancer sa carrière. Comme elle, ils sont des centaines d'étudiants à espérer transformer ce Gentech 2025 en un tremplin vers leur avenir professionnel. À Mila, la filière oléicole poursuit sa progression avec une récolte qui avoisine les 98 000 quintaux d'olives cette saison. Une opération qui mobilise près de 3 000 saisonniers pour une cueillette entièrement manuelle dans des oliveraies parfois centenaires. À Oued Ndja, une exploitation a déjà ouvert ses marchés à l'export et ambitionne aujourd'hui de s'étendre vers de nouvelles destinations. Un rôle stratégique dans l'agriculture nationale. Un reportage de Mejda Djahmoun. Avec plus de 10 000 hectares dédiés à l'oléiculture, Mila s'impose comme l'un des pôles les plus dynamiques du pays dans la production d'huile d'olive. Portée par un savoir-faire ancestral, elle confirme saison après saison la qualité de son or vert dont la production dépasse les 1 350 000 litres par an. Ici, à Oued Ndja, dans le périmètre agricole de Chibchoub, 230 hectares sont entièrement plantés en olivier. Cet oliveraie, en production depuis 2013, a déjà franchi le cap de l'exportation. Le précieux nectar qu'elle produit est apprécié sur les marchés extérieurs. تحتوي المزرعة على عدة أنواع من أصناف من الزيتون.
Nous cultivons plusieurs variétés d'olives comme Chemlel, Sofiana ou encore la cigoise, qui est destinée à la production de huile d'olive de table, extra vierge et entièrement bio. Sans aucun insecticide, l'excellente qualité de notre huile nous a permis d'exporter vers plusieurs pays, notamment le Qatar, la France et le Sultanat d'Oman. Nous comptons aussi exporter prochainement vers l'Angleterre et le Canada. Nous sommes également en contact avec la Mauritanie, la Libye et le Burkina Faso, toujours pour l'exportation. Les oliviers, presque centenaires, imposent une cueillette entièrement manuelle, ce qui mobilise chaque saison près de 3000 cueilleurs saisonniers. Nous privilégions la main-d'œuvre féminine car la cueillette des olives doit se faire avec délicatesse. Et comme c'est une région rurale, cela représente donc une bonne opportunité de travail pour les femmes. Malgré son potentiel, l'exploitation est confrontée aujourd'hui à deux obstacles majeurs, la sécheresse ainsi que le manque de main-d'œuvre. Quand la pluie est généreuse, nous pouvons atteindre jusqu'à 40 000 litres. Mais dernièrement, nous avons été touchés par la sécheresse. Nous essayons de nous rattraper avec nos propres moyens. Nous avons des bassins hydrauliques d'une capacité de 50 000 mètres cubes, mais ils ne se remplissent pas. Nous remercions l'État aussi pour son accompagnement. Cela dit, l'eau pour irriguer ne nous suffit pas. D'autre part, le manque cruel de la main-d'œuvre se fait sentir. Autrement, cette ferme peut donner de l'or. Le secteur oléicole est en pleine expansion à Mila. L'objectif est d'augmenter la production et la qualité tout en améliorant le conditionnement des huiles pour répondre à la demande nationale et internationale. Depuis des mois, le quotidien des Marocains en est que difficulté. Le coût de la vie grimpe, les services de base se dégradent et beaucoup d'entre eux ont le sentiment d'être mis à l'écart. Il faut dire que le pays traverse une crise qui touche toutes les couches de la société. Les manifestations pacifiques sont réprimées de manière violente, une détresse que le régime fait mine de ne pas voir. Mejda Djahmoun. Rien ne va plus au Maroc. Le quotidien des citoyens devient de plus en plus difficile avec une crise sociale qui s'aggrave de jour en jour. En effet, la grande partie de la population marocaine vit dans la précarité et peine à trouver de quoi vivre. Pourtant, le Makhzen, lui, continue de faire la sourde oreille. Nous voulons juste savoir pourquoi le précédent conseil nous a exclus des projets de réhabilitation et pourquoi le conseil actuel a fait de même. Ils ont lancé 2 appels d'offres, un pour réhabiliter les routes et nous n'y figurons pas, et un autre pour réaménager les terrains alors que nos routes sont complètement dégradées. Derrière cet effondrement social se cache un système à bout de souffle. Incapable de trouver une solution à la misère qui ronge son peuple, il préfère s'appuyer sur la répression pour gouverner. Je suis atteinte de beaucoup de maladies, le diabète, la tension artérielle. Je travaille jusqu'au matin ici. Vous pensez que cela me suffit pour payer mon loyer ? Alors que le malaise persiste, le Makhzen, lui, reste toujours immobile, et ce, malgré les cris de détresse de son peuple. Et puis cette victoire diplomatique, le Sahara occidental affirme sa présence sur la scène internationale. La RASD prend part au 7e sommet UAE à Luanda en Angola, une première qui confirme sa reconnaissance diplomatique. Pour l'ambassadeur sahraoui, c'est un pas de plus vers le référendum d'autodétermination et vers le recouvrement de la souveraineté de son peuple malgré l'occupation et de nombreuses campagnes de désinformation en Meishabot. La participation officielle de la RASD au 7e sommet UAE à Luanda en Angola est une victoire politique et diplomatique indéniable. Elle constitue une réponse claire de l'organisation africaine aux allégations du Makhzen sur sa prétendue souveraineté sur le Sahara occidental.
Pour l'ambassadeur sahraoui en Angola, Hamdi El Khalil Mayara, il s'agit d'une avancée majeure vers le référendum d'autodétermination et vers le recouvrement des Sahraouis et de leur souveraineté. Il salue à ce propos l'Union africaine qui a fait l'objet ces derniers jours d'une campagne acharnée menée par la presse du Merzen pour avoir accueilli la race au 7e sommet UAUE. Il s'agit ni plus ni moins de la consécration de l'existence de la République arabe sahraoui qui lutte pour sa libération du joug du Maroc, lequel s'acharne à réprimer les Sahraouis et à les spolier de leurs richesses. Une enquête diffusée par la chaîne DW vient d'ailleurs confirmer ces pratiques. Dans certaines zones, les Sahraouis vivent sous occupation et dans d'autres, dans des camps de réfugiés. Comme vous le savez, le peuple sahraoui a été divisé par ce conflit. Mais on peut dire qu'environ la moitié de la population vit toujours sous l'occupation marocaine au Sahara occidental. Toutes ces tentatives de manipulation ne changeront rien. Le Maroc ne pourra pas imposer une réalité alternative. Le peuple sahraoui reste debout, déterminé à récupérer ses droits légitimes et chaque reconnaissance internationale confirme cette même vérité. Et avant de refermer les pages de ce journal, nous vous emmenons dans l'univers d'Ahlem Kurdoğlu. Cette artiste fait de la laine des créations uniques en leur genre. À travers son travail, elle donne vie à tout un patrimoine local et le fait vibrer aujourd'hui. Une exposition que notre journaliste Samia Barour a pu découvrir pour nous. Regarder. C'est à travers ces fils en laine qu'une belle histoire est tissée. Une histoire que l'artiste plasticienne Ahlem Kurdoğlu nous raconte à travers ses œuvres chargées d'émotions et souvenirs de chaque période de sa vie. Des œuvres qui touchent chacun de nous pour nous faire appeler un savoir-faire local et un patrimoine qui a voyagé à travers les temps. La laine, broderie, tissage, crochet et des mains de fée pour arriver à ces créations uniques et stylisées. L'arbre mémoire, Flouka, la peau du désert, gardienne des champs, ciel sans frontières. Ce sont quelques haltes de cette traversée où la laine devient une matière noble et un témoin de mémoire et d'émotion. Voilà qui clôture ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Excellente soirée avec la suite de nos programmes sur Canal Algérie.